Les mots qui rongent en silence, arrachant à l'homme tout ce qu'il croyait éternel. Pour Armand, l'obscurité est venue sans avertissement, comme une guillotine qui a fauché non seulement la lumière de ses yeux, mais aussi le masque des gens qui l'entouraient. Et ce fut dans le vide absolu, dans le dénuement complet, qu'il a découvert une vérité dévastatrice. Il y a ceux qui restent par amour, et ceux qui ne restent que pour ce qu'ils peuvent vous arracher. Mais il a aussi découvert que parfois, ceux de qui on s'attend le moins portent la lumière la plus pure, capables d'éclairer même les abîmes les plus profonds de l'âme. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur et révèlent la vérité sur les gens, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette et commentez d'où vous regardez. Votre présence ici nous inspire à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Armand avait 33 ans lorsque le monde s'est éteint. Ce ne fut pas une transition graduelle, un lent obscurcissement qui lui aurait donné le temps de dire adieu aux couleurs, aux visages, à l'horizon doré qui s'étendait au-delà des fenêtres du château. Ce fut une seconde, un instant brutal où la calèche a basculé sur la route boueuse pendant une tempête, le fracas du bois qui se brisait, le cri des chevaux et, ensuite, l'impact de sa propre tête contre quelque chose de dur et d'impitoyable. Quand il s'est réveillé 3 jours plus tard, il n'y avait que l'obscurité, une obscurité si complète qu'il pouvait encore sentir ses yeux bouger dans leurs orbites, cherchant désespérément un rayon de lumière qui n'existait plus. Les médecins ont parlé d'un traumatisme crânien irréversible. Armand l'a appelé la fin de sa vie. Le baron Armand de Moret-Salgado était un homme de position respectée dans la société locale, propriétaire de terres fertiles qui s'étendaient sur des lieux, d'une bibliothèque enviable et d'un nom qui portait la tradition de 3 générations. Grand, aux épaules larges et à la posture aristocratique, il avait toujours été admiré, non seulement pour sa fortune, mais pour la fermeté de son caractère et son intelligence affûtée. Il avait conquis Léonie 2 ans auparavant, lors d'un bal d'été où elle était apparue, au milieu de dentelles blanches et de sourires calculés, et il avait cru que cette femme aux cheveux couleur miel et aux yeux clairs serait sa compagne pour toute la vie. Il l'avait demandée en mariage 6 mois plus tard, et elle avait accepté avec une joie qui semblait sincère. Mais l'accident a tout changé, ou plutôt a tout révélé. Léonie avait 24 ans, et une vanité qui étouffait toute trace de compassion. Fille d'une famille décadente qui avait tout perdu dans de mauvaises spéculations, elle avait vu en Armand non pas un futur mari, mais un coffre-fort ambulant, une garantie de confort éternel. Quand il est revenu de l'hôpital aveugle et chancelant, soutenu par les bras de serviteurs qui le guidaient dans les couloirs de sa propre maison, comme s'il était un étranger perdu, elle n'a pas pu cacher son dégoût. Ah, comme elle a essayé de dissimuler. Elle a souri les premiers jours, a tenu sa main avec une délicatesse forcée, a murmuré des mots d'encouragement qui sonnaient aussi creux que des promesses brisées, mais Armand percevait tout. Sans la vue, ses autres sens s'étaient aiguisés comme des lames. Il entendait l'hésitation dans sa voix, le soupir impatient quand elle devait l'aider, le froissement pressé de ses jupes quand elle s'éloignait de lui, comme on fuit un lépreux. 2 semaines après le retour d'Armand, Léonie a cessé de lui rendre visite dans sa chambre. Elle envoyait des messages, par l'intermédiaire de la gouvernante, invoquant des maux de tête, des engagements urgents, toute excuse qui la maintenait loin de cet homme qui ne servait plus à ses plans. Et quand elle apparaissait enfin, généralement pendant le dîner, sa présence était une punition silencieuse. Elle conversait avec les domestiques, l'ignorant complètement. Elle décrivait avec un enthousiasme exagéré les nouvelles robes qu'elle avait commandées, les fêtes auxquelles elle comptait assister seule, et elle riait. Mon Dieu, comme elle riait! Un rire aigu et cruel qui résonnait sur les murs du château, comme le crissement d'ongles sur du marbre. Et le pire, elle riait de lui. Armand l'entendait chuchoter avec ses amis qui visitaient la maison, saisissant des fragments de phrases méchantes qui traversaient les portes fermées. Un aveugle ne sert à rien, disait-elle entre 2 gorgées de vin de Porto. Pas même pour accompagner une femme au théâtre. Il a à peine réussi à trouver sa bouche avec sa fourchette.
et le rire collectif qui suivait était un coup de poignard certain dans la dignité d'Armand. Il serrait les poings sous les couvertures, sentant l'humiliation brûler dans sa gorge, comme de l'acide, mais il restait silencieux. Quel autre choix avait-il? Il dépendait d'elle. Il dépendait de tous. Il dépendait même du domestique qui oubliait sa montre à côté du lit pour qu'il puisse tâtonner les heures. Il dépendait de la cuisinière qui coupait sa viande en petits morceaux, comme s'il était un enfant. Et Léonie le savait. Elle le savait et se délectait du pouvoir qu'elle avait sur lui. Ce fut dans ce scénario d'abandon que Célia arriva. La nouvelle femme de chambre apparut un froid matin d'automne, quand les feuilles sèches couvraient le sol du jardin et que le vent apportait l'odeur de la terre mouillée. Le majordome la présenta comme quelqu'un d'expérimenté dans les soins spéciaux, recommandé par une famille de la capitale. Célia avait 21 ans, mais il y avait en elle une sérénité qui suggérait beaucoup plus de maturité. Fille d'une couturière veuve, qui avait travaillé jusqu'à en saigner des doigts pour assurer à la jeune fille une éducation de base, elle connaissait la valeur du travail honnête et de la dignité silencieuse. Elle n'était pas belle au sens conventionnel que Léonie affichait, mais elle possédait une beauté discrète, des yeux sombres et profonds, des mains délicates mais fermes, une voix douce qui portait la sincérité dans chaque mot. Quand Célia entra dans la chambre d'Armand pour la première fois, il était assis dans le fauteuil près de la fenêtre fermée, le visage tourné vers le mur, comme s'il espérait encore qu'un miracle lui rende la lumière. Elle ne parla pas immédiatement, s'approcha à pas légers, organisa le plateau du café en silence, puis dit simplement « Bonjour, monsieur le baron, j'ai apporté votre café, il est chaud et à l'arôme de cannelle que monsieur apprécie, m'a-t-on dit. » Armand tourna le visage dans la direction de la voix, surpris. Personne d'autre ne se souciait de lui décrire les choses. Personne d'autre ne se souciait de savoir s'il savait ce qu'il mangeait ou buvait. Et là, il y avait cette étrangère, une femme de chambre qu'il ne connaissait même pas, offrant non seulement du café, mais de l'attention, du respect. Les jours suivants, Célia devint une présence constante. Elle se réveillait avant l'aube, préparait sa chambre, avec un soin méticuleux, ouvrait les rideaux et décrivait ce qu'elle voyait. « Le ciel est gris aujourd'hui, monsieur le baron, mais il y a un morceau de bleu qui s'ouvre à l'horizon. Je crois que le soleil apparaîtra avant midi. » Ou encore, les rosiers du jardin fleurissent, les rouges sont éclatants, presque agressifs de tant de vie. Les blancs semblent timides, cachés parmi les feuilles. Elle ne faisait pas cela parce qu'on le lui avait ordonné. Elle le faisait parce qu'elle percevait qu'Armand mourait de l'intérieur, étouffé par l'obscurité et l'abandon. Et elle ne pouvait pas assister à cela en silence. Célia commença également à lire pour lui. Elle découvrit qu'Armand possédait une immense bibliothèque, remplie de volumes qu'il collectionnait depuis sa jeunesse. Philosophie, poésie, romans français, traités d'histoire, des livres qui n'étaient plus désormais qu'une décoration inutile. Alors, tous les après-midi, après que Léonie fut partie pour ses frivolités, Célia s'asseyait sur la chaise à côté du fauteuil d'Armand et ouvrait un livre. « Puis-je lire pour monsieur ?» demanda-t-elle le premier jour, tenant un volume de Victor Hugo. Armand hésita, sentant l'armure de son orgueil vouloir l'empêcher d'accepter une humiliation de plus, mais il acquiesça d'un signe de tête et Célia commença. Sa voix était musicale, pleine de nuances, et elle ne lisait pas seulement les mots, mais les interprétait avec une émotion authentique. Quand elle arrivait à des passages tristes, sa voix devenait presque un murmure. Quand elle lisait des moments de tension, elle accélérait le rythme, faisant battre le cœur d'Armand plus vite. Et pour la première fois depuis l'accident, Armand sentit quelque chose au-delà du désespoir. Il se sentit vivant, il se sentit humain à nouveau, parce que Célia ne le traitait pas comme un invalide, comme un fardeau, comme quelqu'un qui devait être toléré jusqu'à ce que la mort l'emporte. Elle le traitait comme un homme, comme quelqu'un dont les pensées comptaient, dont les opinions avaient de la valeur. Quand elle terminait une lecture, elle demandait « Qu'avez-vous pensé de ce passage ?»
Et elle attendait vraiment la réponse, s'inclinant légèrement comme si chacune de ses paroles était précieuse. Et Armand, qui avait passé des semaines entières sans avoir une conversation décente, commença à parler. Il parla des livres, de ses souvenirs de voyage, des idées qu'il avait pour améliorer l'administration des terres. Et Célia écoutait tout avec une attention absolue, mais ce qui touchait le plus Armand, c'était sa gentillesse silencieuse. Célia remarquait les petits inconforts qu'il ne mentionnait pas, le col de la chemise qui frottait son cou, le coussin mal positionné qui raidissait son dos, le verre d'eau qui était trop loin. Elle ajustait tout sans faire de bruit, sans attendre de remerciements, comme si prendre soin de lui était la chose la plus naturelle du monde. Et quand Armand trébuchait en essayant de marcher seul dans la maison, trop têtu pour demander de l'aide, Célia apparaissait à ses côtés, sans un mot de reproche, lui offrant simplement son bras avec fermeté et le guidant avec une patience infinie. « Allons-y doucement, monsieur le baron. Il n'y a pas de hâte. Le monde peut attendre. » Le contraste entre Célia et Léonie était brutal, tandis que Léonie devenait de plus en plus absente et cruelle, multipliant ses sorties et rentrant tard le soir, avec des parfums chers et des rires alcoolisés. Célia était toujours là, solide, constante, comme une ancre dans une mer agitée, et Armand commença à percevoir quelque chose de dangereux. Il s'attachait à elle. Il attendait avec impatience le bruit de ses pas dans le couloir, la voix douce qui annonçait son arrivée, le toucher délicat quand elle ajustait la couverture sur ses épaules. C'était mal, il le savait. Elle était une femme de chambre. Il était un baron fiancé, mais le cœur ne connaît ni hiérarchie sociale, ni promesse brisée. Le cœur sentait seulement que le sien se réveillait d'un sommeil profond et douloureux. Une nuit, incapable de dormir, Armand appela Célia. Elle dormait dans une petite chambre annexe à la sienne, toujours alerte au cas où il aurait besoin de quelque chose. « Monsieur le baron ?» demanda-t-elle, allumant une bougie. La lumière tremblante dansa sur les murs, invisible pour lui, mais présente dans sa voix inquiète. « Monsieur va bien ?» Armand tourna le visage dans la direction de la voix. « Célia !» dit-il, et sa propre voix semblait étrange, chargée d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi prenez-vous soin de moi avec tant de dévouement alors que tous les autres m'ont abandonné? Il y eut un long silence. Il pouvait entendre sa respiration calme et profonde. « Pourquoi, monsieur le baron ?» répondit-elle finalement. « Tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Et parce que je vois en monsieur quelque chose que monsieur ne voit peut-être plus. Un homme de valeur, d'intelligence, de bonté. La cécité n'a pas effacé cela, elle a seulement révélé qu'il vaut vraiment la peine d'être à vos côtés. » Les mots de Célia résonnèrent dans l'esprit d'Armand pendant des jours. Pendant ce temps, Léonie devenait de plus en plus effrontée. Il l'entendait conspirer avec quelqu'un, une voix masculine qui visitait la maison aux heures où Armand devait dormir. C'était son cousin éloigné. Un homme appelé Romain, connu pour être un aventurier sans scrupules, qui vivait de faveurs et de jeux de hasard. Armande les entendait rire dans le bureau, entendant le froissement de papier, le tintement de pièces. Il tramait quelque chose, il en était sûr. Mais sans preuve, sans la vue pour les prendre sur le fait, que pouvait-il faire? L'impuissance était un poids sur sa poitrine, étouffant comme une main serrant sa gorge. Ce fut alors que le destin offrit à Armand une possibilité inattendue. Un médecin renommé de la capitale, spécialiste des traumatismes oculaires, vint lui rendre visite à la demande d'un vieil ami qui se souvenait encore de lui. Le docteur Henri examina Armand avec des instruments froids qui palpèrent ses yeux, mesura les réflexes, fit des tests de luminosité qu'Armand ne percevait même pas, et alors, d'une voix prudente, donna son verdict. « Il y a une chance, baron, et petite, mais elle existe. Un traitement expérimental, développé en Europe, a montré des résultats dans des cas de traumatisme comme le vôtre. Je ne peux rien promettre, mais si vous voulez essayer. » Armand n'hésita pas une seconde. « Oui, » dit-il avec une urgence qui le surprit lui-même. « Oui, faites tout ce qui est nécessaire. » Le traitement commença en secret. Seul le médecin, Célia et le fidèle majordome savaient.
C'étaient des applications quotidiennes de médicaments, des exercices spécifiques, un repos rigoureux et lentement, comme on allume une bougie dans une caverne, la lumière commença à revenir. La récupération ne fut ni complète ni immédiate. Sa vision était encore fragile, instable, mais suffisante pour distinguer les mouvements, les expressions et les gestes quand il était attentif. D'abord, ce n'étaient que des ombres confuses, des taches qui bougeaient quand quelqu'un passait. Puis des contours indéfinis, des silhouettes qui suggéraient des personnes immobiles. Et puis, un matin d'hiver, presque 2 mois après le début du traitement, Armand se réveilla et vit. Il vit vraiment. Les couleurs étaient encore floues, comme s'il regardait à travers une vitre sale, mais elles étaient là. Et quand Célia entra dans la chambre ce matin-là, apportant le café comme toujours, il la vit pour la première fois. Il vit son visage, délicat et honnête, encadré par des cheveux bruns relevés en un chignon simple. Il vit ses yeux sombres qui portaient une profonde tristesse, mais aussi une force inébranlable. Et il vit le sourire timide qu'elle esquissa quand elle prit la tasse, sans savoir qu'il la voyait réellement. Mais Armand ne révéla rien. Une intuition puissante, presque primitive, lui dit d'attendre, d'observer, parce que maintenant, avec le retour de la vue, il pourrait enfin voir la vérité, voir ce que Léonie faisait réellement, voir qui étaient les loyaux et qui étaient les traîtres. Alors, il continua à faire semblant d'être aveugle, garda les yeux légèrement fermés, se déplaça avec la même hésitation qu'avant, demanda de l'aide comme toujours, et attendit. Ce qu'il vit les semaines suivantes détruisit tout le reste d'illusions qu'il aurait pu avoir sur Léonie. Il la vit entrer dans son bureau et feuilleter des documents avec avidité, copiant des chiffres sur une feuille qu'elle cachait dans son corsage. Il la vit retrouver Romain dans la bibliothèque tard le soir, les deux s'embrassant avec une passion aussi obscène que révélatrice. Il la vit fouiller dans les bijoux qui appartenaient à sa mère, évaluant chaque pièce avec des yeux calculateurs. Et il vit un horrible après-midi Léonie ouvrir le coffre-fort caché derrière le tableau du salon, utilisant une clé qu'elle devait lui avoir volée, et retirer des liasses de billets qu'elle glissa dans un sac de voyage déjà préparé. Elle prévoyait de s'enfuir, elle prévoyait de tout voler et de disparaître avec son amant, laissant Armand démuni et ruiné. La colère qu'Armand ressentit fut froide et calculée. Ce n'était pas l'explosion irrationnelle d'un homme trahi, mais la fureur méthodique de celui qui voit enfin le piège entier. Il commença à planifier. Il attendrait le bon moment, l'instant parfait où il pourrait exposer Léonie devant des témoins, détruire ses plans et s'assurer qu'elle n'emporte rien qui ne lui appartenait pas. Mais avant cela, il voulait être absolument sûr de qui étaient ses alliés. Et chaque jour qui passait, chaque geste de Célia confirmait ce que son cœur savait déjà. Elle était différente, elle était réelle. Un après-midi, tandis que Célia lui lisait de nouveau, Armand posa une question qui la prit au dépourvu. « Célia, avez-vous déjà aimé quelqu'un » Elle s'arrêta au milieu d'une phrase. Surprise, posa le livre sur ses genoux et resta silencieuse un long moment. Armand pouvait voir avec sa vision de plus en plus nette le rougissement monter sur ses joues. « J'ai aimé, monsieur le baron, » dit-elle finalement d'une voix presque inaudible. « Mais j'ai appris que le véritable amour n'est pas celui qui crie ou brille, c'est celui qui reste quand tout le reste disparaît. C'est celui qui soutient dans les jours les plus sombres. Et je vous pose cela parce que... » continua-t-il, gardant les yeux fermés pour ne pas révéler qu'il pouvait la voir. « Je veux comprendre ce que vous ressentez pour moi, parce que je sens qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose qui transcende la relation de maître à servante. Ai-je tort ?» Célia se leva brusquement, le livre tombant au sol avec un bruit sec. « Monsieur le baron, balbutia-t-elle, et Armand pouvait voir les larmes monter dans ses yeux. Je n'ai pas le droit de ressentir quoi que ce soit. Je ne suis qu'une servante. Madame Léonie est votre fiancée. Je ne peux pas. » « Léonie ne m'aime pas, » dit Armand avec une certitude absolue. « Elle ne m'a jamais aimé. Elle est restée avec moi pour la fortune, et maintenant que je suis devenu un fardeau, elle me méprise. Mais vous, Célia,
Vous me traitez comme si j'étais important, comme si ma cécité ne définissait pas qui je suis. Et cela m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cela m'a fait sentir vivant. Célia pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage qu'elle tentait de cacher avec ses mains. « Mais je vous aime, monsieur le baron », murmura-t-elle. La confession brisa quelque chose en Armand. « Je vous aime depuis le premier jour, quand j'ai vu un homme bon être traité avec cruauté. Mais je sais que je ne peux pas vous avoir. Je sais quelle est ma place. »« Votre place, » dit Armand, ouvrant les yeux pour la première fois et la regardant directement, est à mes côtés, non pas en dessous de moi, non pas comme servante, mais comme mon égale, comme ma compagne. Célia écarquilla les yeux, réalisant enfin qu'il voyait. « Vraiment, monsieur, commença-t-elle atterrée. « Monsieur peut voir ?»« Je peux, confirma Armand, depuis des jours, et j'ai choisi de ne rien révéler. Parce que je devais voir la vérité, voir qui se souciait vraiment de moi et qui ne faisait que m'utiliser. Et ce que je vois maintenant, Célia, c'est vous, la femme qui a illuminé mon obscurité. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, avant que ce moment ne puisse se transformer en quelque chose de plus grand, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Léonie entra, le visage contracté d'irritation. « Armand, j'ai besoin que vous signiez des papiers, » dit-elle sans préambule, jetant des documents sur la table. « Ce sont pour l'administration des terres, des choses urgentes. » Célia recula immédiatement, baissant la tête et sortant de la chambre comme une ombre. Armand referma les yeux, reprenant son masque de cécité. « Quel papier ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Signez simplement, Armand, » dit Léonie avec impatience. « Vous ne comprenez pas ces choses de toute façon, même maintenant. » Et Armand réalisa avec une clarté mordante que ces documents étaient un piège, probablement des transferts de propriété, des autorisations de vendre des terres, mais quelque chose qui lui donnerait un contrôle total sur ses biens. Son audace n'avait pas de limite. « J'aurais besoin que mon avocat examine cela d'abord, » dit Armand calmement. « Votre avocat est en voyage, » rétorqua Léonie rapidement. « Trop vite, et cela ne peut pas attendre. »« Alors, cela attendra, » dit Armand avec une fermeté renouvelée. « Je ne signe rien sans examen. » Léonie souffla de frustration et sortit en claquant la porte. Armand l'entendit marmonner quelque chose sur les hommes inutiles et têtus, et sut que le temps était compté. Elle était désespérée, ce qui signifiait que son plan était sur le point de se concrétiser. Il devait agir, et vite. Ce fut Célia qui découvrit l'étendue complète de la trahison. Un après-midi où Léonie était sortie pour l'un de ses mystérieux engagements, Célia nettoyait sa chambre quand elle trouva, caché parmi les vêtements dans l'armoire, un petit coffre verrouillé. Ce n'était pas son intention de fouiner, mais quelque chose dans ce coffre la troublait. Il y avait une urgence sinistre en lui, comme s'il gardait des secrets qui devaient être révélés. Elle apporta la trouvaille à Armand, qui pouvait maintenant voir parfaitement, mais continuait de simuler la cécité devant tous, sauf Célia. Ensemble, ils ouvrirent le coffre avec un outil de jardin. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles échangées entre Léonie et Romain, détaillant chaque étape du plan macabre qu'ils concoctaient depuis des mois. Les lettres étaient explicites dans leur cruauté. Dans l'une d'elles, Romain écrivait « Tenez bon encore un peu, mon amour. Cet aveugle inutile signera bientôt tout ce que vous demanderez, et alors nous serons libres et riches. Nous pourrons commencer une nouvelle vie à Paris, loin de cette province misérable. Dans une autre, Léonie répondait avec un cynisme qui fit se retourner l'estomac d'Armand. Parfois, j'ai envie d'en finir vite, de faire passer cela pour une maladie soudaine, quelque chose que personne ne remettrait en question. Un homme aveugle et dépressif qui dépérit jusqu'à mourir, qui soupçonnerait « Mais vous avez raison, c'est risqué. Mieux vaut tout voler et disparaître. Il ne pourra même pas nous poursuivre. » Armand tenait les lettres de main tremblante, la colère montant comme un feu dans sa gorge. Elle ne planifiait pas seulement de le voler, elle avait envisagé de le tuer. Célia était pâle, les mains couvrant sa bouche d'horreur.
Monsieur le baron, nous devons aller à la police. C'est une conspiration pour vol, peut-être même tentative de meurtre. Non, dit Armand, la voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. Je veux la justice, mais je veux aussi qu'elle soit publique. Je veux que tout le monde voie qui elle est vraiment. Je vais organiser un dîner. J'inviterai les familles les plus importantes de la région, mon avocat, les mêmes amis avec qui elle rit tant de moi. Et devant tous, je dévoilerai la vérité. Célia le regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Et si elle essaie quelque chose avant cela, si elle se rend compte que monsieur a retrouvé la vue, c'est pourquoi je continuerai de faire semblant, dit Armand. Et vous m'aiderez. Nous serons prudents, très prudents. Les jours suivants furent une danse délicate de tromperie et de préparatifs. Armand chargea le majordome d'organiser un dîner formel pour le vendredi suivant, arguant qu'il voulait célébrer sa résilience face à l'adversité et remercier les amis qui ne l'avaient pas abandonné. Léonie, en entendant parler du dîner, parut surprise, mais y vit rapidement une opportunité. Un dîner signifiait des témoins de son dévouement en tant que fiancée, signifiait maintenir les apparences jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Elle simula même l'enthousiasme, proposant d'aider à l'organisation, choisissant le menu et décidant qui devait s'asseoir à côté de qui. Armand accepta tout, gardant une voix soumise et reconnaissante, comme s'il dépendait entièrement d'elle. Et Léonie, arrogante dans son propre piège, ne réalisa pas qu'elle était menée vers l'abîme. Mais 2 jours avant le dîner, quelque chose changea. Léonie commença à agir avec une nervosité évidente. Armand la vit converser intensément avec Romain dans le jardin, les deux discutant à voix basse et tendue. Il lut sur ses lèvres une compétence qu'il avait développée pendant les semaines où il simulait la cécité. Nous ne pouvons plus attendre. Il reçoit des visites, organise des dîners, et si quelqu'un le convainc de changer son testament, nous devons agir maintenant. Romain acquiesça, gesticulant avec impatience. Alors, faisons-le pendant le dîner même. Tout le monde pensera que c'était son cœur, le stress de l'occasion. Parfait, pas de soupçon. Armand sentit son sang se glacer. Il prévoyait vraiment de le tuer, et le ferait devant tous, déguisé en mort naturelle. Il appela Célia immédiatement, et lui raconta ce qu'il avait vu. « Maintenant, nous devons vraiment impliquer la police, » dit-elle désespérée. « Monsieur le baron, c'est trop dangereux. J'ai déjà envoyé un message au commissaire, » tranquillisa Armand. « Il sera présent au dîner, déguisé en invité. Nous aurons des gardes postés à l'extérieur, mais je veux les prendre sur le fait. Je veux qu'il n'y ait aucun doute sur ses intentions. » Célia lui tint les mains, les yeux brillants de larmes contenues. « S'il vous plaît, soyez prudent. Je ne supporterai pas de vous perdre maintenant que je... » Elle ne termina pas la phrase, mais Armand comprit. Il la tira près de lui, sentant la chaleur de son corps contre le sien, et murmura « Moi non plus, je ne supporterai pas de me perdre. Pas quand j'ai enfin trouvé quelqu'un qui vaut la peine de vivre. » La nuit du dîner arriva avec une tension qui semblait électrifier l'air. Le grand salon était décoré avec une élégance discrète, des bougies tremblantes projetant des ombres dansantes sur les murs, des fleurs fraîches en arrangement élaboré, la table dressée avec l'argenterie qui avait appartenu aux grands-parents d'Armand. Les invités commencèrent à arriver, des dames vêtues de soie, des gentilshommes en redingote sombre, tous curieux de voir comment le baron aveugle gérait sa condition. Léonie circulait parmi eux avec une grâce étudiée, souriant et acceptant les condoléances comme si elle était la fiancée dévouée qu'elle n'avait jamais été. Elle portait une robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, des bijoux coûteux qu'Armand savait avoir été ceux de sa mère. Elle était radieuse, confiante, sur le point de gagner. Armand fut conduit au salon par Célia qui le guidait avec la même patience que d'habitude. Il gardait les yeux légèrement fermés, se déplaçant avec une hésitation calculée, utilisant la canne qu'il détestait mais qui vendait parfaitement sa cécité. Les invités le reçurent avec une sympathie inconfortable, ce genre de compassion qui masque la pitié. Ils s'assirent à table, Léonie placée à la droite d'Armand comme le protocole l'exigeait, et le dîner commença.
Des conversations s'engageaient sur la politique locale, sur la récolte, sur les petits scandales qui animaient la société, et Armand y participait poliment, répondant aux questions, souriant au bon moment, tandis que ses yeux cachés sous des paupières presque closes observaient chaque mouvement de Léonie. Elle était inquiète, tripotait constamment sa serviette, regardait la porte comme si elle attendait quelqu'un. Et puis Romain entra, non pas comme invité officiel, mais comme accompagnateur d'une dame plus âgée, une tante éloignée, qui avait été invitée par courtoisie. Il salua tout le monde avec un faux charme. Mais ses yeux rencontrèrent ceux de Léonie avec une signification évidente. C'était l'heure. Armand vit Léonie porter la main à la petite bourse qu'elle gardait sur ses genoux. Il la vit en retirer quelque chose de minuscule, un flacon de verre pas plus grand qu'un petit doigt. Il la vit regarder autour d'elle, s'assurant que personne ne prêtait attention, et puis, d'un mouvement rapide et exercé, verser le contenu du flacon dans la coupe de vin d'Armand. Il ne savait pas ce que c'était, il reconnut seulement au geste et à l'urgence que ce n'était rien de licite. Le temps sembla ralentir. Armand observa le liquide incolore se mélanger au vin rouge, disparaissant complètement. Poison. Là était la preuve physique de la trahison absolue, de la haine distillée, de l'avidité qui ne connaissait pas de limite. Léonie rangea le flacon dans sa bourse, arrangea ses cheveux avec une fausse tranquillité et recommença à sourire aux invités. « Armand, mon amour, dit-elle d'une voix suave qui lui fit se retourner l'estomac, prenez votre vin. Je sais que vous n'avez pas bu dernièrement, mais aujourd'hui est une célébration. Portez un toast avec nous. » Tous à table levèrent leur coupe, attendant que l'hôte lance le toast. Armand prit la coupe lentement, la porta près de ses lèvres et s'arrêta. « Léonie, dit-il, et sa voix coupa le murmure des conversations comme une lame. Avant que je ne porte un toast, il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose que tous ici présents doivent entendre. » Léonie sourit, mais il y avait de la tension au coin de sa bouche. « Bien sûr, cher, que désirez-vous dire ?» Armand reposa la coupe sur la table, loin de ses lèvres. « Je veux dire que pendant ces mois d'obscurité, j'ai beaucoup appris sur la nature humaine. J'ai appris qui se soucie vraiment de moi et qui ne voit en moi qu'une source de richesse à exploiter. » Le salon devint silencieux, le malaise grandissant comme une brume épaisse. « Armand, qu'est-ce que... » commença Léonie. Mais il l'interrompit. « J'ai appris, continua-t-il, qu'il y a des gens capables de rire de la souffrance d'autrui, de conspirer dans l'ombre, de planifier le vol, et même pire. Et j'ai appris que le véritable amour n'est pas ce qui est proclamé en public, mais ce qui est démontré dans les moments les plus sombres. » Léonie était pâle maintenant, les yeux écarquillés. Tous regardaient Armand avec une confusion croissante. « Baron, » dit son avocat, un homme d'âge moyen à l'expression sérieuse. « Tout va bien ?»« Oui, » répondit Armand. Et puis, il fit ce que personne n'attendait. Il ouvrit complètement les yeux et regarda directement Léonie. « Tout va parfaitement bien parce que je peux enfin voir. » Le choc fut instantané. Des invités s'étouffèrent avec leur vin. Des chaises grincèrent tandis que les gens se penchaient en avant. Des exclamations résonnèrent dans le salon. « Vous, » murmura Léonie, la voix s'éteignant. « Vous pouvez voir ?»« Oui, » confirma Armand, gardant son regard fixé sur elle. « J'ai retrouvé la vue il y a plus d'une semaine, grâce à un traitement médical, mais j'ai choisi de garder le secret. J'ai choisi de continuer à faire semblant d'être aveugle pour pouvoir enfin voir la vérité. Et ce que j'ai vu, Léonie, c'était votre véritable visage. » Elle se leva brusquement, la chaise tombant en arrière avec un fracas. « C'est ridicule, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous délirez. » Armand fit un signe discret. Le majordome apparut, portant le coffre que Célia avait trouvé. « À l'intérieur, » continua Armand d'une voix implacable, « se trouvent des dizaines de lettres échangées entre vous et votre amant Romain, détaillant chaque étape du plan pour me voler et ensuite fuir avec ma fortune. » Romain, qui essayait de se cacher parmi les invités, devint livide. Le majordome ouvrit le coffre et commença à distribuer quelques-unes des lettres aux invités les plus proches. Les expressions de choc et de dégoût se multiplièrent à mesure qu'il lisait. « Mon Dieu !» murmura une dame âgée,
tenant l'une des lettres de main tremblante. « Elle a vraiment écrit ça? Elle prévoyait de le tuer ?» ?»« Non, elle ne planifiait pas seulement, » dit Armand, prenant la coupe de vin que Léonie avait préparée pour lui. « Elle a agi. Dans cette coupe, empoisonnée par elle il y a quelques minutes devant vous tous, se trouve la preuve finale de ses intentions. » Léonie fit un pas en arrière, le visage tordu entre la panique et la fureur. « Vous ne pouvez rien prouver. C'est un coup monté. Vous essayez de m'incriminer parce que vous n'acceptez pas que je ne vous aime plus. » Le commissaire, qui avait été discrètement assis à une extrémité de la table, se leva à ce moment-là, révélant son insigne. « Madame Léonie, dit-il d'une autorité ferme, vous êtes arrêtée sous l'accusation de tentative de meurtre, de complot pour vol et de fraude. » Des gardes entrèrent dans le salon et Léonie cria en essayant de courir, mais fut maîtrisée. Romain fut également arrêté, traîné dehors tout en proférant des menaces vides. Le salon explosa en conversation abasourdie. Certains invités étaient indignés, d'autres fascinés par le drame qu'ils venaient de vivre. Armand resta assis, sentant le poids de la tension se dissoudre enfin. C'était fini. La farce, la trahison, le danger, tout était terminé. Une main douce toucha son épaule. C'était Célia, qui était restée au fond du salon pendant tout le dîner comme il convenait à une servante. Mais maintenant, Armand la tira en avant devant tous les invités atterrés. « Ceci, dit-il d'une voix claire et ferme, est Célia, la femme qui est restée à mes côtés quand tous les autres m'ont abandonné, la femme qui m'a traité avec dignité quand je croyais l'avoir perdue, la femme qui a illuminé mon obscurité, non pas avec des promesses vides, mais avec des actions authentiques. » Célia était rouge, gênée par cette attention soudaine, mais Armand lui tint la main avec fermeté. « Et c'est pourquoi, continua-t-il, devant vous tous, je déclare mon intention de l'épouser. Non pas par obligation, non pas par gratitude, mais par amour. Un amour qui a été forgé dans l'obscurité et qui peut maintenant fleurir dans la lumière. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de jugement social. Une union entre un baron et une servante était scandaleuse, inacceptable pour beaucoup. Mais alors, son avocat commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent. Pas tous. Certains partirent avec des expressions désapprobatrices, mais beaucoup restèrent, reconnaissant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de rare. Justice et amour, l'emportant sur la trahison et la cupidité. Célia pleurait maintenant, des larmes de bonheur qu'elle ne tentait pas de cacher. Armand l'embrassa, sentant pour la première fois depuis des mois quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. L'espoir. L'espoir en un avenir où il ne serait pas défini par sa cécité temporaire, mais par sa capacité à voir ce qui importait vraiment. Et ce qui importait était là dans ses bras, tremblante d'émotion, montrant que parfois, il faut perdre la vue pour enfin voir la vérité. Les mois qui suivirent le dîner furent des mois de reconstruction, non seulement de la vie d'Armand, mais de son identité, de sa compréhension de ce que signifiait réellement voir. Léonie et Romain furent jugés et condamnés, elle pour tentative de meurtre et complot, lui comme complice. Les familles des deux, honteuses, se retirèrent de la société locale et leurs noms devinrent synonymes de trahison et de cupidité. Armand aurait pu ressentir de la satisfaction à leur chute, mais il découvrit qu'il n'y avait pas de plaisir dans la vengeance. Il n'y avait que le soulagement d'être libre, de pouvoir enfin respirer sans le poids de la menace constante. La décision d'épouser Célia ne fut pas acceptée facilement par tous. Il y eut du scandale, des murmures dans les cercles sociaux, des lettres anonymes arrivant au château, accusant Armand de déshonorer sa position en s'unissant à une servante. Certains de ses plus anciens amis coupèrent les ponts, considérant cette union comme un affront à la tradition aristocratique. Mais Armand découvrit qu'il s'en moquait. Il avait passé trop de temps à se soucier des apparences, de ce que les autres pensaient, à maintenir une façade de perfection qui n'avait jamais été réelle. Maintenant, avec la vue restaurée et le cœur enfin éveillé, il comprenait que l'opinion qui comptait vraiment était la sienne. Et il choisissait Célia. Chaque jour, sans hésitation,
Il la choisissait. Le mariage fut simple, célébré dans la chapelle du château un matin de printemps, où le soleil pénétrait par les vitraux colorés, peignant le sol de bleu et d'or. Seuls les amis les plus loyaux y assistèrent. Le médecin qui avait sauvé sa vue, le fidèle majordome qui avait servi sa famille pendant des décennies, quelques voisins qui voyaient au-delà des conventions sociales. Célia portait une modeste robe blanche qu'elle avait elle-même aidé à coudre, sans les excès de dentelle et de brillance que Léonie aurait exigés, mais portant une beauté honnête qui fit accélérer le cœur d'Armand quand il la vit marcher vers lui. Il n'y avait pas d'orchestre, juste un violon joué par le fils du gardien, mais la musique sonnait plus pure que n'importe quelle symphonie élaborée. Quand Armand tint les mains de Célia devant l'autel, quand il regarda dans ses yeux sombres et y vit refléter tout l'amour et tout le dévouement qu'elle avait toujours démontré, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Une paix complète. Non pas l'absence de problème, mais la certitude d'être exactement là où il devait être, avec qui il devait être. « Je promets, » dit-il pendant les vœux, non seulement de vous aimer et de vous protéger, mais de vous voir chaque jour, de voir qui vous êtes vraiment, de valoriser chaque geste, chaque mot, chaque moment à vos côtés, parce que c'est vous qui m'avez appris que voir n'est pas seulement une question d'yeux, mais de cœur. Célia, les larmes coulant sur son visage, répondit d'une voix ferme. Je promets d'être à vos côtés en toute saison, dans les lumières et dans les ombres, car j'ai appris que le véritable amour ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Il reste, il prend soin, il choisit de rester. La vie de mari et femme apporta des ajustements. Célia dut apprendre à se voir, non plus comme une servante, mais comme la maîtresse du château. Une transition qui fut plus difficile pour elle que pour quiconque. Elle était si habituée à servir, à rester dans l'ombre, qu'assumer un rôle d'égalité la mettait mal à l'aise. Armand le remarqua dès les premières semaines, quand elle insistait encore pour se servir son propre plat après tout le monde, pour utiliser l'entrée de service au lieu de la principale, pour se référer au domestique avec une déférence qui ne correspondait pas à sa nouvelle position. « Célia, disait-il avec une patience infinie, vous n'êtes plus une employée de cette maison, vous êtes ma femme, mon égale, et vous méritez d'être traitée comme telle, y compris par vous-même. » Il fallut du temps, mais Célia commença à se permettre d'occuper la place qui lui revenait. Elle commença à donner des ordres aux domestiques avec gentillesse mais fermeté, à choisir les menus des repas, à recevoir des visites avec la posture d'une hôtesse, et Armand la soutenait à chaque étape, faisant comprendre à tous qu'elle n'était pas une intruse dans sa vie, mais la pièce qui complétait enfin le puzzle qu'il ne savait même pas être incomplet. Ils développèrent des routines ensemble, des promenades matinales dans le jardin, où Armand décrivait à quel point chaque fleur paraissait encore plus vibrante maintenant qu'il pouvait les revoir. Et Célia lui indiquait des détails qu'il avait manqués, comme le nid d'oiseaux dans le vieux chêne, ou la façon dont le gel dessinait des motifs sur la pelouse. L'après-midi, ils maintenaient encore l'habitude de la lecture, mais maintenant ils alternaient, chacun lisant pour l'autre, partageant histoires et réflexions. Ce fut lors d'un de ces après-midi de lecture que Célia posa une question qu'elle attendait depuis des semaines. « Armand, dit-elle, posant le livre sur ses genoux, puis-je vous demander quelque chose qui m'a toujours intrigué ?»« Bien sûr, répondit-il, s'installant dans le fauteuil près de la cheminée. Que désirez-vous savoir ? Pourquoi ? Elle hésita, cherchant les mots justes. Pourquoi, monsieur, vous, avez-vous continué de faire semblant d'être aveugle même après avoir retrouvé la vue ? Ce n'était pas seulement pour démasquer Léonie, n'est-ce pas ? Il y avait autre chose, n'est-ce pas ? Armand resta silencieux un long moment, regardant les flammes danser dans la cheminée. Il avait attendu cette question, mais n'était toujours pas sûr de savoir comment y répondre complètement. « Quand j'ai perdu la vue, commença-t-il lentement, j'ai perdu bien plus que la capacité de voir. J'ai perdu mon identité, mon indépendance, ma confiance en tout ce que je croyais savoir sur le monde et sur les gens. Et quand j'ai commencé à la récupérer, quand les ombres ont recommencé à prendre forme, j'ai eu peur. Peur que tout redevienne comme avant. Peur de redevenir l'homme que j'étais,
qui a choisi Léonie en se basant uniquement sur les apparences, qui valorisait la position sociale au-dessus du caractère, qui vivait à la surface de tout sans vraiment voir la profondeur. Il se tourna vers Célia lui prenant la main. Alors, j'ai continué à faire semblant parce que j'avais besoin d'être sûr de qui était loyal, sûr de ce qui importait vraiment, sûr que quand j'ouvrirais enfin les yeux pour de bon, je verrais avec clarté non seulement le monde, mais moi-même. Célia serra sa main, comprenant maintenant la complexité de ce choix. « Et que voyez-vous maintenant quand vous me regardez » demanda-t-elle doucement. « Je vois, » dit Armand, l'attirant plus près, que la cécité peut être un don déguisé, parce qu'elle m'a forcé à développer d'autres types de visions. Elle m'a forcé à entendre ce que les gens disaient vraiment, non seulement les mots, mais l'intention derrière eux. Elle m'a forcé à sentir la présence des gens, l'énergie qu'ils apportaient, que ce soit de l'attention ou du mépris, et elle m'a forcé à valoriser l'invisible, les choses qui ne peuvent être vues avec les yeux, mais seulement ressenties avec le cœur, comme la bonté, la loyauté, le véritable amour. Les mois se transformèrent en années. Le scandale du mariage entre le baron et la servante fut lentement remplacé par d'autres scandales, d'autres rumeurs qui alimentaient la société locale. Et avec le temps, même les plus critiques durent admettre que le mariage d'Armand et Célia était solide, construit sur quelque chose que de nombreuses unions aristocratiques ne possédaient pas, le respect mutuel et un amour authentique. Armand reprit l'administration des terres avec une vigueur renouvelée, mettant en œuvre des améliorations qui bénéficiaient non seulement à sa fortune, mais aussi aux familles qui y travaillaient. Il construisit des écoles pour les enfants des travailleurs, améliora les logements, établit des salaires justes, et Célia, qui connaissait intimement les difficultés de la vie simple, devint sa conseillère la plus précieuse dans ses initiatives, signalant des besoins que lui, de sa position privilégiée, n'aurait jamais perçus seul. Ensemble, ils commencèrent également à recevoir au château des personnes qui, auparavant, n'auraient jamais été invitées. Des artistes pauvres mais talentueux, des érudits sans mécénat, des familles tombées en disgrâce mais qui conservaient leur dignité. Le château, qui sous Léonie n'aurait été qu'une scène d'exhibition de richesse, devint un lieu d'accueil et d'opportunité. Et quelque chose de curieux se produisit. Les gens commencèrent à parler d'Armand, non plus comme du baron qui était devenu aveugle, mais comme du baron qui avait enfin appris à voir. Un respect renouvelé s'attachait à son nom, non par son titre ou sa fortune, mais par les choix qu'il faisait, la façon dont il traitait les autres, l'humilité qu'il portait même dans sa position de pouvoir. Un après-midi d'hiver, presque 3 ans après le mariage, Célia appela Armand dans leur chambre d'une voix urgente. Il monta les escaliers rapidement, inquiet, et la trouva assise au bord du lit, avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Elle pleurait, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. « Célia, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, s'agenouillant devant elle et lui tenant les mains. « Je suis enceinte » murmura-t-elle. Et la phrase flottait dans l'air comme quelque chose de sacré et de terrifiant à la fois. « Nous allons avoir un enfant, Armand. » L'impact de la nouvelle frappa Armand avec une force physique. Il avait pensé aux enfants, bien sûr, mais de manière abstraite, comme quelque chose de lointain. Maintenant, c'était réel. Une vie grandissait à l'intérieur de la femme qu'il aimait. Une vie qui serait à moitié lui, à moitié elle, une continuation de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La grossesse de Célia fut suivie avec un soin obsessionnel par Armand. Il engagea les meilleurs médecins, s'assura qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, annula des engagements pour être à ses côtés dans les moments où elle ne se sentait pas bien. Et la nuit, quand ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité, il posait sa main sur son ventre qui s'arrondissait et parlait au bébé qui n'était pas encore né. « Tu viens dans un monde qui n'est pas toujours juste, » disait-il doucement, « mais tu viens dans une famille qui t'aimera inconditionnellement, qui t'enseignera que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la façon dont elle traite les autres, et qui te montrera que parfois les plus grandes bénédictions viennent déguisées en tragédie.
La naissance eut lieu un matin d'automne, quand les feuilles commençaient à tomber et que l'air avait cette fraîcheur qui annonce les changements. Ce fut un accouchement difficile qui dura des heures et laissa Armand pratiquement hors de lui d'inquiétude, marchant de long en large dans le couloir, tandis qu'il entendait les gémissements étouffés de Célia de l'autre côté de la porte. Quand finalement le médecin sortit et dit que la mère et le bébé allaient bien, Armand sentit ses genoux fléchir de soulagement. « C'est une fille », annonça le médecin avec un sourire, en pleine santé et aux poumons forts, à en juger par ses pleurs. Armand entra dans la chambre et vit Célia, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet de couvertures. « Venez rencontrer votre fille », dit-elle d'une voix fatiguée, mais remplie de bonheur. Armand s'approcha lentement, presque avec la peur de briser le moment. Quand il regarda le minuscule visage niché dans les bras de Célia, quand il vit les yeux sombres qui le regardaient avec la curiosité primitive de celui qui venait d'arriver au monde, il sentit son cœur s'étendre d'une manière qu'il ne savait pas possible. « Elle est parfaite », murmura-t-il, touchant avec une extrême délicatesse la petite main fermée qui s'ouvrit et serra son doigt avec une force surprenante. « Nous l'appellerons Aurore, » dit Célia, parce qu'elle représente un nouveau commencement, l'aube après l'obscurité. Armand acquiesça, sentant des larmes couler sur son visage sans honte. Aurore, le nom parfait pour la fille qui symbolisait tout ce qu'ils avaient surmonté, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qui était encore à venir. L'arrivée d'Aurore apporta une joie au château qui contaminait tout le monde. Les domestiques souriaient davantage. Les jardins semblaient fleurir avec plus d'intensité. Même le temps semblait conspirer pour créer des jours parfaits. Armand se découvrit transformé par la paternité, trouvant des réserves de patience et de tendresse qu'il ignorait posséder. Il passait des heures à observer sa fille dormir, émerveillé par chaque minuscule détail, les cils délicats, le nez parfait, la façon dont elle fronçait les sourcils même en dormant, comme si elle pensait déjà à des choses profondes. Et quand Aurore se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, c'était Armand qui se levait le plus souvent le premier, la prenant dans ses bras et marchant dans la chambre en murmurant des histoires et des chansons qu'il inventait sur le champ. Célia observait son mari et sa fille avec un profond contentement. Il y avait des moments où elle devait se pincer pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, que cette vie était vraiment la sienne. La jeune fille qui avait grandi pauvre, qui avait perdu son père tôt et vu sa mère se tuer au travail, qui était entrée au château comme servante sans autres attentes que de gagner de quoi survivre. Maintenant elle était baronne, épouse aimée et mère d'une petite fille en bonne santé. C'était un conte de fées, mais différent des contes qu'elle lisait dans les livres, parce qu'il n'y avait pas de prince qui l'avait sauvée. Il y avait un homme qu'elle avait aidé à se sauver, et qui, à son tour, l'avait sauvée, créant ensemble quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu construire seul. Une nuit, quand Aurore avait presque 1 an et commençait déjà à faire ses premiers pas chancelants, Armand et Célia étaient assis sur la véranda, observant la pleine lune qui éclairait le jardin comme de l'argent répandu. Aurore dormait à l'intérieur, gardée par la nounou qu'ils avaient engagée, offrant au couple un rare moment de tranquillité. « Vous regrettez quelque chose ?» demanda Célia soudainement, rompant le silence confortable. « L'accident d'être devenu aveugle, tout ce que vous avez traversé. » Armand réfléchit avant de répondre, considérant réellement la question. « C'est étrange de dire cela, » commença-t-il. « Mais non, je ne regrette rien. Si cela n'était pas arrivé, j'aurais épousé Léonie, vécu une vie d'apparence vide, et je ne vous aurais jamais connu. Je n'aurais jamais appris ce qui importe vraiment. L'accident m'a temporairement privé de la vue, mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux, la clarté. » Il se tourna vers Célia, lui prenant la main. « Savez-vous ce que j'ai appris pendant ces mois d'obscurité ? J'ai appris que nous passons notre vie entière à regarder, mais rarement à voir. Nous regardons les gens et ne voyons que la surface, la beauté, la position sociale, la richesse. Mais nous ne voyons pas qui ils sont vraiment à l'intérieur.
nous ne voyons pas la bonté cachée derrière un visage ordinaire ou la cruauté masquée par un beau sourire, et nous vivons en prenant des décisions basées sur ces apparences, construisant des vies entières sur de fausses fondations, jusqu'à ce que quelque chose nous force à nous arrêter, à vraiment prêter attention, à sentir, au lieu de simplement regarder. Pour moi, ce fut la cécité. Ce fut de perdre mes yeux pour enfin gagner une vraie vision. Célia serra sa main, comprenant maintenant la complexité de ce choix. « Et que voyez-vous maintenant quand vous me regardez ?» demanda-t-elle, vulnérable soudainement. « Je vois, » dit Armand, l'attirant dans une étreinte, « la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je vois quelqu'un qui aurait pu me traiter comme un travail de plus, une obligation de plus, mais qui a choisi de voir mon humanité alors que je l'avais moi-même perdue. Je vois la mère dévouée que notre fille mérite. Je vois la compagne qui transforme chaque jour en quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Et je vois mon avenir, Célia, chaque jour à vos côtés. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, embrassés sous le clair de lune, deux survivants de leur propre tempête qui avaient trouvé un refuge l'un dans l'autre. Les années continuèrent de passer. Aurore grandit forte et curieuse, héritant de l'intelligence de son père et de l'empathie de sa mère. Armand tenait à l'élever différemment de la manière dont les enfants de sa position étaient normalement élevés. Elle jouait avec les enfants des travailleurs des terres. Elle apprenait non seulement avec des tuteurs coûteux, mais aussi avec les histoires que Célia racontait sur sa propre enfance humble. Il voulait que sa fille comprenne que l'accident de naissance, qu'il avait placée dans une famille privilégiée, ne la rendait meilleure que personne, seulement plus responsable d'utiliser ses ressources pour aider les autres. Et Aurore absorbait ses leçons avec une sérieuse tendresse, développant dès son plus jeune âge un sens de la justice et de la compassion qui rendait ses parents fiers. Il y eut d'autres enfants après Aurore, un garçon qui naquit 2 ans plus tard et des jumeaux qui arrivèrent.